Le bruit d'un verre qui se brise est la bande-son de ma vie. Mon manager, Monsieur Dubois, aime à dire que je suis née avec deux mains gauches, et ce soir-là, alors que je jonglais avec un plateau surchargé de coupes de champagne, j'étais sur le point de lui donner raison. La salle du Vénitien était un murmure feutré de conversations chics et de tintements de couverts sur la porcelaine, un monde à des années-lumière de mon petit appartement et des factures médicales de Léo qui s'empilaient sur la table de la cuisine. Mon tablier blanc amidonné me semblait être un costume, une tentative pathétique de m'intégrer. J'ai senti le plateau vaciller, le poids se déplaçant dangereusement. C'est alors que mon regard a croisé le sien. Assis seul dans la banquette du fond, Marco Bellini, le propriétaire, l'homme que tout le monde appelait le fantôme. Il ne me regardait pas, il me traversait du regard, son visage une toile impassible de contrôle glacial. C'est à cet instant précis que le chaos a éclaté, pas à cause de ma maladresse, mais à cause de l'homme qui s'est levé d'une table voisine, un éclat métallique brillant dans sa main. Un mouvement, un réflexe pur, une impulsion née de la panique. J'ai lâché le plateau. Le son du cristal explosant sur le marbre a été couvert par une détonation sourde qui a fait trembler les murs. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que le coup de feu. Des secondes se sont étirées en une éternité angoissante, l'air vibrant encore de violence. Le champagne se mêlait aux éclats de verre à mes pieds, une mosaïque scintillante et collante. Le tireur avait disparu, volatilisé dans la panique générale. Mais l'homme qu'il visait était toujours là, indemne, me fixant avec une intensité qui me glaçait le sang. Marco Bellini. Mes poumons brûlaient, luttant pour aspirer de l'air. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que j'avais peur qu'il ne se brise. C'est le genre d'histoire qui vous semble irréel, le genre de récit qui vous captive jusqu'au bout. Si vous sentez déjà cette montée d'adrénaline, si vous voulez savoir comment une simple serveuse se retrouve mêlée aux secrets les plus sombres de Paris, alors je vous invite à faire partie de cette aventure. Prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, pour aimer cette vidéo et laisser un commentaire. Votre soutien signifie énormément et permet à des histoires comme la mienne d'être racontées, de trouver un écho. Car ce qui s'est passé ensuite, personne, et surtout pas moi, n'aurait pu l'imaginer. Le monde que je connaissais était sur le point de voler en éclats, tout comme ce plateau de verre. Deux hommes en costume noir, apparus de nulle part, se sont positionnés devant Marco Bellini, formant un bouclier humain. Un autre s'est précipité vers la sortie, son oreillette crépitant d'ordre discret. La panique des clients était contenue, gérée avec une efficacité terrifiante. Monsieur Dubois était livide, pétrifié dans un coin. Mais Marco, lui, n'a pas bougé. Il s'est lentement levé, a ajusté sa veste d'un geste mesuré et s'est approché de moi, ses chaussures italiennes ne faisant aucun bruit sur le sol jonché de débris. Son ombre m'a enveloppée, froide et imposante. « Vous allez bien ?» Sa voix était un murmure grave, dénué de toute émotion, mais ses yeux analysaient chaque parcelle de mon visage. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Il a sorti un portefeuille, en a extrait une liasse épaisse de billets. Pour le dérangement. Je les regardais, puis l'argent, et j'ai secoué la tête. Je n'ai rien fait, c'était un réflexe. Ses yeux se sont plissés, une lueur de surprise, ou peut-être d'autre chose, traversant son masque de glace. Il a retiré sa main, son regard s'attardant sur moi une seconde de trop, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Puis, il s'est détourné, laissant un de ses hommes me dire d'un ton sec de rentrer chez moi. Le trajet en métro a été un supplice. Chaque regard, chaque bruit soudain me faisait sursauter. L'adrénaline s'était dissipée, laissant place à une peur viscérale et tremblante. Les images tournaient en boucle dans ma tête. L'arme, le visage du tireur, le regard de Marco Bellini. J'ai serré plus fort la lanière de mon sac. Le cuir usé était une maigre encre dans la tempête qui faisait rage en moi. Je pensais à Léo, mon petit frère, à sa fragilité, à son sourire courageux, malgré la maladie qui le rongeait. C'était pour lui que je supportais les remarques de Dubois, les services interminables, la fatigue qui pesait sur mes os comme du plomb. C'était pour payer l'opération qui pourrait le sauver. Cette pensée a ramené une bouffée de détermination. Ce qui s'était passé au restaurant n'était qu'un accident, une parenthèse horrible dans ma vie déjà compliquée. Demain, tout redeviendrait normal. Je retrouverais mon tablier, ma routine, mon combat quotidien. J'ai gravi les escaliers de mon immeuble, l'odeur familière de cire et de poussière me rassurant un peu. La sécurité de mon petit refuge.
J'ai inséré la clé dans la serrure, mais je n'ai pas eu besoin de tourner. La porte a pivoté doucement vers l'intérieur, s'ouvrant sur des ténèbres anormales et un silence de mort. Mon cœur s'est arrêté. J'ai poussé la porte, la main tremblante, et l'horreur de la scène m'a frappée comme une gifle. Mon petit appartement, mon sanctuaire, avait été violé, anéanti. Ce n'était pas un cambriolage. Un cambrioleur aurait pris le peu de valeur que je possédais. Ici, tout avait été méthodiquement détruit. Le canapé éventré, la mousse jaune vomissant sur le sol. Les livres de Léo, ses préférés, arrachés de l'étagère, leurs pages déchirées. La vaisselle de ma grand-mère, mon seul héritage, réduite en miettes sur le carrelage de la cuisine. C'était une démonstration de force, un message brutal écrit avec la calligraphie de la violence. Il savait qui j'étais, il savait où me trouver. Mes genoux ont cédé et je me suis effondrée au milieu du chaos, les larmes brouillant ma vue. Puis, je l'ai vu. Sur le sol, au milieu des débris, le cadre photo que je gardais sur ma table de chevet. La photo de Léo et moi, le jour de ses 16 ans, son visage pâle illuminé par les bougies. Le verre était brisé en une toile d'araignée, juste au-dessus de son sourire. Ce n'était pas seulement une menace contre moi, c'était une promesse. La panique a pris le relais, une vague glaciale qui a submergé toute pensée rationnelle. Aller à la police et leur dire quoi? Que j'avais sauvé la vie d'un chef de la pègre et que ses ennemis s'en prenaient à moi? On m'aurait probablement accusé de complicité ou, au mieux, on m'aurait ri au nez avant de me renvoyer chez moi. J'étais seule, terriblement seule. J'ai pensé à Sophia, ma meilleure amie, mais l'idée de l'entraîner dans ce cauchemar était insupportable. Ce n'était pas son combat. Le danger qui planait sur moi était invisible, sans visage, mais sa présence était aussi tangible que les débris sous mes mains. Mon monde, déjà si précaire, venait de s'effondrer. Je n'avais plus de refuge, plus de sécurité. Chaque ombre dans la rue, chaque bruit dans le couloir devenait une menace potentielle. J'ai rampé jusqu'à mon sac, renversé sur le sol, et j'ai sorti mon téléphone, l'écran fissuré. Je devais appeler l'hôpital, m'assurer que Léo était en sécurité, qu'il n'avait pas... Je n'osais même pas formuler la pensée. J'étais la protectrice de mon frère, c'était mon rôle, mon unique but dans la vie. Et ce soir, j'avais échoué. J'avais invité les monstres à notre porte. Alors que mon pouce tremblant survolait les contacts, l'écran s'est allumé, vibrant violemment dans ma main. Un numéro inconnu. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Était-ce eux? Allaient-ils me menacer, me dire ce qu'ils voulaient? J'ai dégluti, ma gorge sèche, et j'ai répondu, portant le téléphone à mon oreille sans dire un mot. Le silence a duré 1 seconde, puis une voix a retenti, basse et calme, une voix qui a fait écho à la violence feutrée du restaurant. C'était lui, Marco Bellini. Il n'y avait aucune question dans son ton, aucune place pour le débat, juste l'énoncé froid et implacable d'une vérité que je ne pouvais plus nier. Ils savent qui vous êtes, Léna. Vous et votre frère n'êtes plus en sécurité. Ils connaissaient mon nom, ils connaissaient Léo. La réalisation m'a coupé le souffle. Il a poursuivi, chaque mot pesant 1 tonne. J'envoie une voiture, elle sera en bas dans 5 minutes. Soyez prête. La ligne a été coupée avant que je puisse répondre, me laissant dans un silence encore plus assourdissant. Dehors, des phares ont balayé la façade de l'immeuble, projetant des ombres dansantes sur les murs de mon appartement dévasté. Le choix était impossible. Affronter seul des tueurs sans visage ou monter dans la voiture du diable lui-même. 5 minutes. C'était le temps qu'il m'avait donné pour abandonner une vie entière. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé le cadre photo brisé de Léo, l'ai glissé dans mon sac à main à côté de mon portefeuille vide et j'ai dévalé les escaliers, le cœur battant à tout rompre. La voiture était là, une berline noire aux vitres si sombres qu'elle semblait absorber la lumière des lampadaires. Le chauffeur, un homme au visage de pierre, est sorti et m'a ouvert la portière sans un mot. L'intérieur sentait le cuir froid et le pouvoir. En m'asseyant, j'ai eu l'impression de m'enfoncer dans un autre monde, un monde silencieux et ordonné qui contrastait violemment avec le chaos de mon appartement et de ma vie. La portière s'est refermée avec un bruit sourd et feutré, scellant mon destin. Alors que la voiture s'éloignait en glissant sur l'asphalte humide, j'ai regardé par la vitre mon immeuble s'éloigner, la seule maison que j'ai jamais connue. Je n'étais plus la serveuse maladroite. J'étais devenue une passagère captive, emmenée vers une destination inconnue par un homme qui commandait la violence aussi facilement que d'autres commandent un café.
Je ne savais pas si je fuisais en danger ou si je me dirigeais droit vers sa source. Nous avons roulé à travers Paris, les lumières de la ville défilant comme des fantômes flous derrière la vitre teintée. Le silence dans la voiture était une chape de plomb, seulement brisée par la respiration mesurée du chauffeur. Chaque virage m'enfonçait plus profondément en territoire inconnu. Finalement, nous nous sommes arrêtés devant un immeuble haussmannien d'une élégance discrète, presque austère. Le chauffeur m'a escorté jusqu'à un ascenseur privé qui nous a emmenés directement au dernier étage. Les portes se sont ouvertes sur un penthouse immense, un espace de verre, d'acier et de marbre blanc qui surplombait toute la ville. C'était stérile, impersonnel, plus une forteresse qu'un foyer. Marco Bellini se tenait près d'une baie vitrée, un verre de quelque chose de sombre à la main. Il ne s'est pas retourné. Vous resterez ici. Personne ne pensera à vous chercher dans un endroit comme celui-ci. Sa voix résonnait dans le vide de la pièce. Une chambre vous a été préparée. C'était un ordre, pas une invitation. J'ai regardé autour de moi la cage dorée dans laquelle il venait de m'enfermer. J'avais échappé à la menace dans la rue, mais j'avais le sentiment d'avoir échangé ma liberté contre une sécurité qui avait un prix terriblement élevé, un prix que je n'avais pas encore commencé à comprendre. Le lendemain matin, la réalité m'a frappé avec la brutalité d'un poing en plein visage. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet en marbre. C'était Monsieur Dubois. Sa voix, habituellement mielleuse et condescendante, était tendue, presque effrayée. « Léna, je suis désolée, vraiment, mais après ce qui s'est passé hier soir, la police a posé des questions, les clients sont nerveux, je ne peux pas prendre de risques. » Il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. J'étais renvoyée. Pour avoir sauvé la vie de mon patron. L'ironie était si amère qu'elle m'a donné la nausée. J'ai raccroché sans un mot, le téléphone glissant de mes doigts moites. J'étais piégée dans ce penthouse luxueux, sans emploi, sans argent, et avec la certitude que retourner à ma vie d'avant était impossible. Marco est entré dans la pièce à ce moment-là, vêtu d'un costume impeccable, comme s'il n'avait jamais dormi. Il a dû voir la détresse sur mon visage. « Un problème » a-t-il demandé, son ton neutre. J'ai secoué la tête, ravalant ma fierté. Je viens de perdre mon travail. Il n'a montré aucune surprise, seulement un léger haussement de sourcils, comme si c'était une conséquence logique et inévitable qu'il avait déjà anticipée. Les jours suivants ont été une lente descente aux enfers. Enfermée dans cette tour d'ivoire, je me sentais de plus en plus impuissante. Un avis d'expulsion a été glissé sous la porte de mon ancien appartement. Une amie me l'a transmis par photo. Les factures médicales de Léo continuaient d'arriver, des chiffres froids et implacables qui me rappelaient mon échec. Le montant total de l'opération semblait gravé en lettres de feu derrière mes paupières chaque fois que je fermais les yeux. Puis est venu l'appel de l'hôpital. La voix de l'infirmière était pleine d'une pitié professionnelle. « Mademoiselle Fournier, nous devons discuter du plan de paiement pour Léo. Sans une nouvelle avance, nous devrons suspendre certains des traitements préparatoires. » Chaque mot était un clou de plus dans mon cercueil. J'étais seule, sans ressources, avec la vie de mon frère suspendue à un fil financier que je ne pouvais plus tenir. Je me suis assise sur le canapé en cuir blanc, la tête entre les mains, le poids du monde entier sur mes épaules. C'est à ce moment-là que Marco est rentré. Il m'a trouvée là, immobile, fixant le message de l'hôpital sur mon téléphone, les larmes silencieuses traçant des chemins sur mes joues. Il s'est arrêté à quelques pas, son ombre me recouvrant. Il n'a rien dit pendant long moments, observant simplement la scène, son visage une étude de concentration intense. Puis, il a tendu la main. « Montrez-moi ». Sa voix était douce, mais c'était un commandement. Hésitante, je lui ai tendu mon téléphone. Ses yeux ont parcouru l'avis d'expulsion, les factures impayées et enfin le message de l'hôpital concernant Léo. J'ai vu quelque chose changer dans son regard, une lueur froide, une fureur contenue qui a fait se tendre les muscles de sa mâchoire. Ce n'était pas de la pitié, c'était une indignation silencieuse, l'outrage d'un roi découvrant qu'une injustice aussi crasse pouvait exister dans son royaume. Il m'a rendu le téléphone, ses doigts frôlant les miens, un contact électrique qui m'a fait frissonner. Cet homme, Rizzo, il ne se contente pas de vous menacer physiquement, il vous étrangle avec ce que le système a de plus lâche, la dette, la peur. Il sait que c'est là que vous êtes la plus vulnérable. Il a prononcé ces mots avec un dégoût palpable, non pas pour moi, mais pour la méthode, pour la cruauté calculée de son ennemi. Pour la première fois, je n'ai pas vu le criminel, j'ai vu un homme avec un code, et ce code venait d'être violé. Il s'est éloigné vers la baie vitrée, me tournant le dos, comme pour cacher la rage qui émanait de lui.
Je vous propose un marché, Léna. Sa voix était redevenue calme, mesurée, mais elle vibrait d'une nouvelle intensité. Ce n'est pas de la charité, c'est un arrangement. Vous avez attiré l'attention de mes ennemis en me sauvant la vie. J'ai donc une dette envers vous, et dans mon monde, les dettes sont toujours payées. Il s'est retourné pour me faire face, son regard me clouant sur place. Je vais payer l'intégralité des frais médicaux de votre frère, l'opération, les soins post-opératoires, tout. Je vais m'assurer que votre avis d'expulsion disparaisse et que vous n'ayez plus jamais à vous soucier d'une facture. Mon cœur s'est arrêté. C'était tout ce dont j'avais toujours rêvé, la solution à tous mes cauchemars. Mais je savais qu'il y avait une contrepartie et j'avais peur de l'entendre. En échange, a-t-il poursuivi, vous travaillerez pour moi. Vous resterez ici où je peux garantir votre sécurité. Vous gérerez cette maison, mes rendez-vous personnels. Vous deviendrez invisible au monde extérieur, mais indispensable au mien. Vous serez sous ma protection, ce qui signifie que vous serez sous mon autorité. L'offre a résonné dans le silence de la pièce, à la fois une bouée de sauvetage et un poison. Ma fierté s'est rebellée. Je ne suis pas à vendre, monsieur Bellini. Je ne peux pas accepter ça. Les mots sont sortis, plus faibles que je ne l'aurais voulu. Gérer votre maison, être votre chose, enfermé ici, c'est une prison, pas une protection. La colère et l'humiliation me montaient à la gorge. J'avais passé ma vie à me battre pour mon indépendance, pour garder la tête haute malgré les difficultés. Accepter son offre, c'était tout abandonner. C'était admettre ma défaite, devenir une femme entretenue, une créature dépendante de la bonne volonté d'un homme dangereux. Je trouverai un autre moyen, ai-je menti, autant à moi-même qu'à lui. Ses lèvres se sont amincies en une ligne dure. Un autre moyen, a-t-il répété, sans élever la voix, mais chaque syllabe était chargée d'un mépris glacial pour ma naïveté. Pensez-vous vraiment que Dante Rizzo vous laissera trouver un autre moyen? Pensez-vous qu'il se soucie de votre fierté? Il utilisera votre frère, votre pauvreté, votre désespoir, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. Il s'est approché, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce que je sois obligée de lever la tête pour le regarder. Son parfum, un mélange de cèdre et d'ozone, m'a enveloppée. Ce n'est pas une question de fierté, Léna, c'est une question de survie, la vôtre et celle de Léo. Il a marqué une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Je ne vous demande pas de m'apprécier, je ne vous demande pas de me faire confiance. Je vous offre le seul chemin où votre frère vit et où vous ne finissez pas dans une ruelle sombre. Mon offre n'est pas une insulte à votre indépendance, c'est la seule arme que vous ayez. Votre monde a des règles que vous ne pouvez pas combattre. Mon monde en a d'autres, des règles plus simples, plus directes. Laissez-moi utiliser les miennes pour vous protéger des vôtres. Son argumentation était brutale, logique et terrifiante de vérité. Il ne me voyait pas comme une femme à posséder, mais comme une pièce stratégique sur un échiquier, une pièce qu'il devait protéger pour gagner la partie. Il ne me laissait aucun espace pour l'émotion, seulement pour le calcul froid de la survie. Et le pire, c'est que je savais qu'il avait raison. Alors que j'allais protester une dernière fois, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Sophia, ma meilleure amie, sa voix un murmure paniqué. « Léna, tu ne vas pas le croire, un homme est venu au restaurant aujourd'hui. Il ne ressemblait pas à un client habituel. Il a posé des questions sur toi. Il a demandé où tu habitais, si tu avais de la famille. Il a même mentionné Léo. » Le sang s'est retiré de mon visage. J'ai regardé Marco, dont l'expression n'a pas changé, comme s'il avait su que cet appel arriverait. « J'ai dit que je ne savais rien, » a continué Sophia, au bord des larmes. « Mais il était effrayant, Léna. Il m'a laissé ça pour toi. » Elle m'a envoyé une photo. C'était une petite fleur blanche, un gardénia, posée sur une serviette en papier. La même fleur que je déposais sur la table de chevet de Léo à chaque visite à l'hôpital. Un symbole intime, un message clair et dévastateur. Ils étaient partout. Ils connaissaient mes secrets les plus chers. La résistance s'est effondrée en moi, remplacée par une peur si pure et si absolue qu'elle a tout balayé. J'ai levé les yeux vers Marco, l'homme qui représentait tout ce que je détestais, et j'ai vu mon seul et unique espoir. J'ai hoché la tête, un mouvement à peine perceptible. J'accepte. Le silence de l'appartement de Marco était une entité à part entière, lourd et poli comme le marbre sous mes pieds. Ma vie était désormais régie par un protocole invisible mais inflexible. Je me réveillais quand la gouvernante, une femme silencieuse nommée Elena, apportait mon petit déjeuner.
Je mangeais ce qu'on me servait, je ne pouvais pas sortir, pas même sur le balcon, sans qu'une ombre en costume ne se matérialise à une distance respectueuse. J'étais passée de la cage de la pauvreté à une cage dorée, et les barreaux n'en étaient que plus solides. Le bras droit de Marco, un homme plus âgé au visage burimé nommé Ricardo, me regardait avec une méfiance à peine voilée. Pour lui, j'étais une anomalie, un grain de sable dans les rouages parfaitement huilés de leur organisation. Je passais mes journées à lire les livres de la bibliothèque de Marco, des classiques reliés en cuir qui n'avaient probablement jamais été ouverts, et à regarder Paris s'étendre à mes pieds, une ville magnifique et inaccessible. J'étais une spectatrice de ma propre vie, en attendant un danger que je ne pouvais ni voir ni comprendre, mais dont la présence imprégnait chaque instant. Une semaine après mon arrivée, l'inaction est devenue insupportable. J'ai décidé de cuisiner, un acte de rébellion simple et absurde. J'ai trouvé la cuisine, un chef-d'œuvre d'acier inoxydable et de technologie, et j'ai commencé à préparer une simple omelette, l'odeur familière des œufs et du beurre remplissant l'air stérile. Marco est entré, attiré par l'odeur ou le bruit. Il s'est arrêté sur le seuil, son regard balayant la scène avec une surprise glaciale. « Qu'est-ce que vous faites ?» a-t-il demandé, son ton neutre mais chargé d'une réprobation évidente. « Je cuisine », ai-je répondu, mon ton plus sec que prévu. « Ou bien est-ce que cela aussi est contre le règlement de votre prison de luxe ?» Une étincelle a brillé dans ses yeux. « Elena est payée pour ça. » Et vous n'êtes pas censé utiliser le gaz sans supervision. C'est une question de sécurité. J'ai ri, un son amer qui a résonné étrangement dans la pièce. La sécurité ? Je suis enfermée ici à cause d'un homme qui veut me tuer et vous vous inquiétez que je m'imbrûle en faisant une omelette ? Il s'est approché, son aura dominant l'espace. Chaque détail compte, Lena. C'est en négligeant les petits détails qu'on finit par mourir. Cette nuit-là, les cauchemars sont revenus, plus vifs que jamais. Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant, le visage de l'homme au gardénia gravé derrière mes paupières. Incapable de me rendormir, j'ai erré dans l'appartement silencieux, une silhouette fantomatique dans la pénombre. Je me suis arrêtée devant la baie vitrée, les lumières de la ville scintillantes comme des diamants froids et distants. J'ai senti une présence derrière moi et je me suis retournée, prête à crier. C'était Marco, une tasse à la main. Il ne semblait pas surpris de me trouver là. Sans un mot, il m'a tendu la tasse. C'était une tisane chaude à la camomille, son parfum apaisant montant en volute. Je l'ai prise, nos doigts se frôlant. Le contact a été bref, mais il a envoyé une onde de chaleur à travers mon corps glacé. « Les premières nuits sont les plus difficiles », a-t-il dit doucement, sa voix inhabituellement dépourvue de son tranchant habituel. Il a regardé la ville avec moi. On s'habitue au silence, mais jamais à ce qu'il cache. C'était la première fois qu'il me parlait de lui, même de manière si voilée, et cela a créé une fissure dans le mur de glace qui nous séparait. La routine précaire que nous avions établie a été brisée quelques jours plus tard. La télévision, allumée en permanence sur une chaîne d'information en continu, a montré des images de mon ancien quartier. Un incendie criminel avait ravagé une petite épicerie au coin de ma rue. Le journaliste parlait d'un règlement de compte entre gangs locaux, mais je savais que ce n'était pas une coïncidence. C'était un message, une carte postale envoyée par Dante Rizzo. Mon estomac s'est noué. Plus tard dans la journée, j'ai surpris une conversation entre Marco et Ricardo dans le bureau. Les portes étaient épaisses, mais la voix de Ricardo était tendue et portait. « Il teste tes limites, Marco. Il montre qu'il peut aller où il veut. Cet incendie, c'était pour elle, pour te rappeler qu'il sait d'où elle vient. » La réponse de Marco était trop basse pour que je l'entende, mais le silence qui a suivi était lourd de menaces. La culpabilité m'a submergée. Ce n'était pas seulement ma vie qui était en jeu. Ma simple présence mettait en danger des innocents, des gens qui n'avaient rien demandé. J'étais un appât, et la cage dorée de Marco était la seule chose qui empêchait le piège de se refermer. Cette prise de conscience a ravivé ma détermination. Je ne pouvais pas rester passive. Le lendemain, je l'ai confronté. Je dois voir mon frère. Il m'a regardé par-dessus des dossiers étalés sur sa table, son expression impassible. « C'est hors de question, c'est trop dangereux. » La colère a monté en moi, chaude et rapide. « Il est seul, Marco. Il est malade et il a peur. Je suis la seule famille que lui reste. Vous ne pouvez pas me priver de ça. » Il s'est levé, contournant son bureau pour se tenir devant moi. « Je ne vous prive de rien, je vous maintiens en vie. Aller à l'hôpital, c'est comme peindre une cible dans votre dos. Rizzo s'y attend. » Ces mots étaient logiques, mais mon cœur refusait de les entendre.
Alors je suis votre prisonnière? Vous payez ces factures et en échange je perds le droit d'être une sœur? C'était ça, votre marché? La douleur dans ma voix l'a fait hésiter. Mon marché était de vous protéger, vous et lui, et c'est ce que je fais. Votre impulsivité ne mettra pas seulement votre vie en danger, mais la sienne aussi. Ne soyez pas égoïste. Le mot m'a frappé comme une gifle. Il a transformé mon amour pour Léo en une faiblesse, une faille qu'il devait gérer. Contre toute attente, il a cédé, ou plutôt, il a adapté la situation à ses propres règles. 2 jours plus tard, il a organisé ma visite à l'hôpital. Ce n'était pas une simple visite, c'était une opération militaire. J'étais escortée par 2 de ces hommes, tandis que d'autres, que je n'avais jamais vus, étaient déjà sur place, se faisant passer pour des visiteurs ou du personnel. Le couloir menant à la chambre de Léo était étrangement calme. Léo était pâle, plus fragile que dans mon souvenir, mais son visage s'est illuminé quand il m'a vue. Cet instant de joie pure a immédiatement terni par son regard qui passait de moi aux gardes postés discrètement près de la porte. « Léna, qui sont ces gens? Tout va bien ?» J'ai inventé un mensonge boiteux sur un nouveau travail avec des exigences de sécurité, mais je pouvais voir qu'il n'était pas dupe. J'ai passé 1 heure à ses côtés, lui tenant la main, lui lisant un livre, chaque seconde précieuse et empoisonnée par la conscience du danger qui nous entourait. En partant, je me sentais encore plus coupable. J'avais apporté la violence de mon nouveau monde au seuil de son sanctuaire stérile, et il n'y avait aucun retour en arrière possible. Ma visite n'est pas passée inaperçue. Le soir même, Ricardo a demandé à parler à Marco en privé. Je les ai observés depuis le salon, leur conversation tendue visible à travers la paroi de verre du bureau. Ricardo parlait avec une urgence contenue, ses mains dessinant des gestes vifs dans l'air. Il parlait de moi. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots pour le savoir. Il me voyait comme le catalyseur de l'imprudence de Marco, le point faible que Rizzo exploitait avec une précision chirurgicale. Les rumeurs devaient circuler dans leur monde de murmures et de trahisons. La nouvelle femme du fantôme, celle qui l'avait fait sortir de l'ombre, celle qui le rendait vulnérable. Je représentais un changement dans l'équilibre du pouvoir, et cela rendait les gens nerveux, y compris ses alliés les plus proches. Ricardo me considérait comme une menace non seulement externe, mais interne, une distraction qui pouvait coûter à Marco son empire et peut-être même sa vie. Et une partie de moi, la partie qui avait vu la peur dans les yeux de Léo, se demandait s'il n'avait pas raison. Le poids de ma présence devenait de plus en plus lourd à porter. La menace a cessé d'être une abstraction 2 jours plus tard. Un courrier, habillé aux couleurs d'une société de livraison de luxe bien connue, a réussi à passer le premier niveau de sécurité de l'immeuble et à monter jusqu'à l'étage du penthouse. Il a remis un paquet plat et élégant à l'un des gardes, affirmant qu'il s'agissait d'un cadeau d'un des partenaires commerciaux de Marco. Le garde, suivant le protocole, l'a scanné et l'a apporté à l'intérieur. Marco l'a ouvert avec une prudence méthodique. À l'intérieur, il n'y avait pas de bombe, pas d'armes. Il y avait qu'une seule chose, reposant sur un lit de velours noir. C'était un petit oiseau en origami plié dans une page arrachée d'un livre spécifique. Les Misérables de Victor Hugo. C'était le livre que ma mère nous lisait, à Léo et à moi quand nous étions enfants. C'était notre histoire secrète, notre symbole de résilience. Personne ne pouvait savoir ça, personne en dehors de ma famille. Le sang a quitté mon visage. C'était une violation intime, une preuve que Rizzo n'avait pas seulement enquêté sur moi. Il avait fouillé dans les décombres de mon passé, dans les recoins les plus sacrés de ma mémoire. Marco a regardé l'origami, puis il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu une émotion pure et non filtrée sur son visage. Ce n'était pas de la colère, c'était une fureur glaciale, si intense qu'elle semblait aspirer l'air de la pièce. Il a compris immédiatement l'implication. Pour obtenir ce livre, pour connaître cette histoire, Rizzo avait eu besoin d'aide. Quelqu'un de mon passé avait parlé. Au pire, quelqu'un de son présent l'avait laissé faire. Le courrier n'était pas un simple courrier. La sécurité n'avait pas été simplement contournée, elle avait été trahie. Le danger n'était plus seulement à l'extérieur, rôdant dans les rues. Il était à l'intérieur. Il avait une clé, il respirait le même air que nous. Marco a doucement refermé la boîte, son geste d'une lenteur terrifiante. « Ricardo », a-t-il appelé, sa voix basse et mortelle. « Verrouillez tout. Personne n'entre, personne ne sort. Nous avons un traître. » À cet instant, je n'étais plus seulement la femme qu'il protégeait par devoir. J'étais le centre de la tempête, et son regard sur moi disait clairement que si le monde devait brûler pour me garder en sécurité, il tiendrait personnellement l'allumette.
Le confinement a transformé le penthouse en une cocotte minute de luxe, chaque heure qui passait augmentant la pression d'un cran. Les gardes se déplaçaient avec une tension nouvelle, leur regard balayant chaque recoin, chaque ombre. Ricardo et Marco passaient leur journée et leur nuit dans le bureau, interrogeant chaque membre du personnel, du chauffeur au cuisinier. Je n'entendais rien, mais le silence qui suivait chaque interrogatoire était plus effrayant que des cris. La paranoïa était un poison qui s'infiltrait dans l'air conditionné. Je voyais Marco se consumer à petit feu. Il ne dormait plus, subsistant grâce à des expressos noirs, ses yeux fixés sur les moniteurs de sécurité, rejoint en boucle les images du courrier, cherchant la faille, le détail qui lui avait échappé. Je me sentais comme l'épicentre d'un tremblement de terre, la cause de toute cette méfiance et de cette fureur contenue. La culpabilité était une pierre dans mon estomac. Je l'observais de loin, cet homme qui était devenu mon geôlier et mon protecteur, et je voyais pour la première fois les fissures dans son armure d'acier. Il n'était pas invincible, il était simplement un homme qui refusait de perdre, et le poids de cette détermination semblait sur le point de le broyer. L'immobilité a volé en éclats 3 jours plus tard. Une information, cruciale et urgente, a forcé Marco à quitter sa forteresse. Ma première réaction fut un soulagement à l'idée d'être seul, mais il a balayé cette pensée d'un geste sec. « Vous venez avec moi, je ne vous laisserai pas ici, avec un serpent dans le nid. » L'argument était sans appel. Nous sommes descendus dans le parking souterrain, un convoi de 3 berlines noires nous attendant. L'air de Paris ne m'avait jamais paru aussi menaçant. L'attaque a été d'une précision foudroyante. Alors que nous nous engagions dans une rue étroite du Marais, un camion de livraison a bloqué l'avant et une voiture a percuté notre arrière. Le crissement du métal et l'explosion des vitres ont été instantanés. Avant même que je puisse crier, Marco m'avait plaqué au sol de la voiture, son corps me recouvrant entièrement, un bouclier humain lourd et chaud. Les détonations des armes automatiques ont fait vibrer la carrosserie, une grêle mortelle s'abattant sur nous. Je ne pouvais rien voir, seulement sentir les secousses de son corps au-dessus du mien, entendre le martèlement de son cœur contre mon dos et respirer l'odeur âcre de la poudre qui emplissait l'habitacle. La violence n'était plus une menace lointaine, c'était une tempête déchaînée dont nous étions le centre. Les hommes de Marco ont riposté avec une efficacité terrifiante, transformant la ruelle en un champ de tir. Des cris, d'autres chocs, puis un silence relatif, seulement troublé par le sifflement dans mes oreilles. La portière a été arrachée. « Sortez, maintenant !» La voix de Marco était un rugissement. Il m'a tiré hors de l'épave fumante, sa main agrippant mon bras avec une force qui me laissait sans souffle. Nous avons couru, zigzagant entre les poubelles et les murs couverts de graffitis, le bruit de nos pas résonnant sur les pavés humides. Il boitait légèrement et j'ai vu une tache sombre se répandre sur la manche de sa chemise. Il ne semblait même pas s'en rendre compte. Il nous a poussés à travers la porte d'un entrepôt désaffecté, la refermant derrière nous avant de s'effondrer contre le mur, le souffle court. Dans la pénombre poussiéreuse, éclairée seulement par la lumière blafarde d'une lucarne, je l'ai vu différemment. Le fantôme, le roi intouchable, avait disparu. À sa place se tenait un homme blessé, haletant, dont le regard brûlait d'une fureur animale. Sans réfléchir, j'ai déchiré un morceau de l'ourlet de ma robe et j'ai commencé à panser la plaie sur son bras. Il s'est raidi, surpris, mais il m'a laissé faire, ses yeux scrutant mon visage comme s'il me voyait pour la première fois. Le silence de l'entrepôt était épais, chargé de l'adrénaline qui refluait lentement. La poussière dansait dans le rayon de lumière solitaire. « Vous n'êtes pas faite pour ça », a-t-il murmuré, sa voix rauque. C'était un constat, pas un reproche. J'ai fini de nouer le bandage improvisé, mes doigts tremblants effleurant sa peau. « Personne n'est fait pour ça », ai-je répondu, relevant les yeux vers lui. Une question muette est passée entre nous. Il a détourné le regard, fixant un point. Avant même que je puisse crier, Marco m'avait plaqué au sol de la voiture, son corps me recouvrant entièrement, un bouclier humain lourd et chaud. Les détonations des armes automatiques ont fait vibrer la carrosserie, une grêle mortelle s'abattant sur nous. Je ne pouvais rien voir, seulement sentir les secousses de son corps au-dessus du mien, entendre le martèlement de son cœur contre mon dos et respirer l'odeur âcre de la poudre qui emplissait l'habitacle. La violence n'était plus une menace lointaine, c'était une tempête déchaînée dont nous étions le centre. Les hommes de Marco ont riposté avec une efficacité terrifiante, transformant la ruelle en un champ de tir. Des cris, d'autres chocs, puis un silence relatif, seulement troublé par le sifflement dans mes oreilles. La portière a été arrachée. « Sortez, maintenant !»
La voix de Marco était un rugissement. Il m'a tiré hors de l'épave fumante, sa main agrippant mon bras avec une force qui me laissait sans souffle. Nous avons couru, zigzagant entre les poubelles et les murs couverts de graffitis, le bruit de nos pas résonnant sur les pavés humides. Il boitait légèrement et j'ai vu une tache sombre se répandre sur la manche de sa chemise. Il ne semblait même pas s'en rendre compte. Il nous a poussés à travers la porte d'un entrepôt désaffecté, la refermant derrière nous avant de s'effondrer contre le mur, le souffle court. Dans la pénombre poussiéreuse, éclairée seulement par la lumière blafarde d'une lucarne, je l'ai vu différemment. Le fantôme, le roi intouchable, avait disparu. À sa place se tenait un homme, blessé, haletant, dont le regard brûlait d'une fureur animale. Sans réfléchir, j'ai déchiré un morceau de l'ourlet de ma robe et j'ai commencé à panser la plaie sur son bras. Il s'est raidi, surpris, mais il m'a laissé faire, ses yeux scrutant mon visage comme s'il me voyait pour la première fois. Le silence de l'entrepôt était épais, chargé de l'adrénaline qui refluait lentement. La poussière dansait dans le rayon de lumière solitaire. « Vous n'êtes pas faite pour ça », a-t-il murmuré, sa voix rauque. C'était un constat, pas un reproche. J'ai fini de nouer le bandage improvisé, mes doigts tremblants effleurant sa peau. « Personne n'est fait pour ça », ai-je répondu, relevant les yeux vers lui. Une question muette est passée entre nous. Il a détourné le regard, fixant un point invisible dans l'obscurité. La dernière fois que j'ai été pris dans une embuscade comme celle-ci, a-t-il commencé, sa voix se faisant plus basse, plus dure, j'étais avec mon père. J'avais 20 ans. C'était son bras droit, son ami le plus proche, qui nous a vendus. Je l'ai vu mourir sous mes yeux. Le poids de cette confession m'a cloué sur place. Il ne me racontait pas une histoire de guerre, il me donnait la clé de sa solitude, la source de sa méfiance pathologique. Ce jour-là, j'ai appris que la confiance est une balle que vous mettez vous-même dans le pistolet de votre ennemi. Je ne fais plus ce genre d'erreur. Il m'a regardé à nouveau et dans ses yeux, j'ai vu le fantôme d'un jeune homme qui avait perdu bien plus que son père dans une ruelle sombre. Sa blessure m'a donné le courage de lui montrer la mienne. « Vous avez peur de la trahison », ai-je dit doucement. « Moi, j'ai peur de l'échec. J'ai peur que chaque décision que je prends, chaque pas que je fais, ne fasse qu'empirer les choses pour Léo. » Les larmes que j'avais retenues si longtemps ont commencé à perler au coin de mes yeux. Il me voit comme sa protectrice, la seule constante dans sa vie. Il croit que je peux tout arranger. Mais tout ce que j'ai fait en vous sauvant, c'est de peindre une cible sur son dos. Comment suis-je censée vivre avec ça? Comment puis-je le regarder en face en sachant que je suis la raison pour laquelle des monstres le menacent? Ma voix s'est brisée sur un sanglot. Je m'attendais à ce qu'il se détourne, mal à l'aise, ou qu'il me serve une réponse froide et logique. Au lieu de cela, il s'est approché, son visage à quelques centimètres du mien. Il a levé la main, non pas pour me faire taire, mais pour essuyer une larme sur ma joue avec une douceur infinie. « Vous n'avez pas peint une cible sur son dos, les nains », a-t-il grondé, sa voix vibrante d'une conviction féroce. « Vous l'avez placé sous mon bouclier, et mes ennemis savent que je brûlerai le monde entier avant de laisser quiconque toucher ce que je protège. » Nous sommes retournés au penthouse, non pas comme un patron et sa protégée, mais comme deux survivants liés par le feu. L'ambiance avait changé. La distance formelle s'était évaporée, remplacée par une conscience aiguë de l'autre. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, je l'ai rejoint sur le balcon. Il se tenait là, immobile, une silhouette sombre se découpant sur les lumières scintillantes de Paris. Je me suis postée à ses côtés, enveloppée dans le silence. Ce n'était plus un silence pesant, mais un espace partagé. « Pourquoi ?» ai-je finalement demandé, ma voix à peine un murmure. Pourquoi tout ça, la protection, les risques, ce n'est plus une simple dette? Il s'est tourné vers moi et l'intensité de son regard m'a volé mon souffle. La dette a été payée la première fois que mes hommes ont repoussé une menace. Le reste, c'est autre chose. Il a fait un pas vers moi, sa main se posant sur ma joue, son pouce caressant ma peau. Dans mon monde, les gens agissent par peur ou par cupidité. Vous avez agi par instinct. Par courage, vous avez refusé mon argent, vous m'avez soigné avec un morceau de votre robe. Vous me rappelez qu'il existe encore des choses qui n'ont pas de prix. Il s'est penché, son souffle chaud sur mes lèvres, et pour un instant, le monde entier a disparu. Le moment a été pulvérisé par l'arrivée de Ricardo, qui a fait irruption sur le balcon, le visage blême et le souffle court. Il tenait une tablette, l'écran brillant dans la nuit. « Marco, tu dois voir ça. » Marco s'est écarté de moi, son expression se durcissant instantanément. Ricardo lui a tendu la tablette. C'était une diffusion en direct. Mon sang s'est glacé. Je reconnaissais la chambre d'hôpital de Léo. Mon frère dormait, son visage serein dans la faible lueur de la veilleuse.
Puis, la porte s'est ouverte et une silhouette est entrée. L'homme au gardénia. Mon cœur a cessé de battre. Il n'a pas touché Léo. Il a simplement tiré une chaise, s'est assis à côté du lit et a fixé l'objectif de la caméra cachée. Un sourire lent, venimeux, s'est étiré sur ses lèvres. En bas de l'écran, un message est apparu, tapé en lettres rouges. Tu as construit des murs si hauts, Bellini, mais tu as oublié de protéger ce qui est à l'intérieur. J'ai trouvé ta faille. Rizzo ne se contentait plus de me menacer. Il venait de prendre en otage la seule chose qui comptait pour moi, transformant mon amour pour mon frère en une arme pointée directement sur le cœur de Marco. Une rage si pure et si froide a envahi les traits de Marco que j'ai reculé d'un pas. C'était le visage du fantôme, l'ange de la mort dont les légendes étaient murmurées dans les bas-fonds de Paris. Mais quand son regard a croisé le mien, rempli d'une terreur muette, la fureur s'est muée en une détermination protectrice, si féroce qu'elle en était presque palpable. Il m'a arraché la tablette des mains, l'a jetée sur une table et m'a attrapée par les épaules, me forçant à le regarder. « Léna, écoute-moi, il ne lui fera rien, c'est un message pour moi, c'est un jeu psychologique, il ne le touchera pas, je te le jure. » Sa voix était un roc au milieu de ma panique déferlante. Le lien qui s'était tissé entre nous, fait de dangers partagés et de tendresse volée, venait d'être trempé dans la glace de la peur la plus absolue. Nous n'étions plus deux personnes. Vous avez agi par instinct, par courage. Vous avez refusé mon argent. Vous m'avez soigné avec un morceau de votre robe. Vous me rappelez qu'il existe encore des choses qui n'ont pas de prix. Il s'est penché, son souffle chaud sur mes lèvres, et pour un instant, le monde entier a disparu. Le moment a été pulvérisé par l'arrivée de Ricardo, qui a fait irruption sur le balcon, le visage blême et le souffle court. Il tenait une tablette, l'écran brillant dans la nuit. « Marco, tu dois voir ça. » Marco s'est écarté de moi, son expression se durcissant instantanément. Ricardo lui a tendu la tablette. C'était une diffusion en direct. Mon sang s'est glacé. Je reconnaissais la chambre d'hôpital de Léo. Mon frère dormait, son visage serein dans la faible lueur de la veilleuse. Puis, la porte s'est ouverte et une silhouette est entrée. L'homme au gardénia. Mon cœur a cessé de battre. Il n'a pas touché Léo. Il a simplement tiré une chaise, s'est assis à côté du lit et a fixé l'objectif de la caméra cachée. Un sourire lent, venimeux, s'est étiré sur ses lèvres. En bas de l'écran, un message est apparu, tapé en lettres rouges. Tu as construit des murs si hauts, Bellini, mais tu as oublié de protéger ce qui est à l'intérieur. J'ai trouvé ta faille. Rizzo ne se contentait plus de me menacer. Il venait de prendre en otage la seule chose qui comptait pour moi, transformant mon amour pour mon frère en une arme pointée directement sur le cœur de Marco. Une rage si pure et si froide a envahi les traits de Marco que j'ai reculé d'un pas. C'était le visage du fantôme, l'ange de la mort dont les légendes étaient murmurées dans les bas-fonds de Paris. Mais quand son regard a croisé le mien, rempli d'une terreur muette, la fureur s'est muée en une détermination protectrice si féroce qu'elle en était presque palpable. Il m'a arraché la tablette des mains, l'a jetée sur une table et m'a attrapée par les épaules, me forçant à le regarder. « Léna, écoute-moi, il ne lui fera rien. C'est un message pour moi. C'est un jeu psychologique. Il ne le touchera pas, je te le jure. » Sa voix était un roc au milieu de ma panique déferlante. Le lien qui s'était tissé entre nous, fait de dangers partagés et de tendresse volée, venait d'être trempé dans la glace de la peur la plus absolue. Nous n'étions plus deux personnes de mondes différents, nous étions deux combattants dans la même tranchée, luttant pour la même âme innocente. « Ricardo » a ordonné Marco sans me quitter des yeux, « rassemble tout le monde, la chasse est terminée. Ce soir, nous lui arrachons son royaume, pierre par pierre. » Ce n'était plus une question de survie, c'était devenu personnel. Et j'ai su, en voyant la promesse de mort dans ses yeux, que Dante Rizzo venait de commettre sa dernière erreur. L'air du penthouse crépitait d'une énergie mortelle. Marco était redevenu le fantôme, un général menant une guerre invisible depuis son quartier général de verre et d'acier. Ces hommes allaient et venaient, des ombres silencieuses au visage fermé, recevant des ordres d'une voix basse et tranchante. Je n'existais plus. J'étais devenue une pièce sur son échiquier, une reine précieuse mais inerte, confinée dans ses appartements pendant que les pions avançaient sur le champ de bataille. Je l'observais, penché sur une carte de Paris étalée sur la table basse, déplaçant des marqueurs avec une concentration effrayante. Il ne me regardait plus, ne me parlait plus. La tendresse volée sur le balcon semblait appartenir à une autre vie.
J'étais la cause de ce chaos, le catalyseur de cette violence imminente. Chaque téléphone qui sonnait, chaque conversation à voix basse me rappelait que des hommes risquaient leur vie à cause de moi. La culpabilité était un poison lent, s'insinuant dans mes veines, me murmurant que mon acte de bravoure initial n'avait été qu'un geste égoïste qui entraînait maintenant le monde entier dans ma chute. Je n'étais pas une reine à protéger, j'étais une malédiction. Le premier coup de Rizzo ne fut pas dirigé contre nous, mais contre l'empire de Marteau. Ricardo a fait irruption dans le salon, son visage habituellement stoïque déformé par le choc. Il n'a pas eu besoin de parler, il a simplement tourné l'écran d'une tablette vers Marco. Les images montraient un brasier infernal dévorant un entrepôt, au bord de la Seine, les flammes se reflétant sur l'eau sombre. « Le quai d'Austerlitz », a dit Ricardo d'une voix étranglée. Toute la cargaison de la semaine. Il y avait des hommes à l'intérieur, Marco, des familles. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Ce n'était pas qu'une perte matérielle, c'était une déclaration de guerre totale, une attaque contre les fondations même de son pouvoir, contre des innocents qui travaillaient pour lui. Marco n'a pas scellé, mais j'ai vu un muscle tressaillir dans sa mâchoire. Rizzo l'avait attiré avec l'appât de Léo, le forçant à concentrer toutes ses ressources sur la protection, pour ensuite frapper là où il était le plus exposé. Les regards des autres hommes dans la pièce se sont tournés vers moi, chargés d'un ressentiment glacial. Je n'étais plus la femme à sauver, j'étais le talon d'Achille qui venait de faire saigner leur roi. La trahison a été révélée quelques heures plus tard, ajoutant du sel à la plaie ouverte. L'enquête de Marco sur la fuite, menée avec une fureur froide, a abouti. Le traître n'était pas un garde anonyme. C'était Paolo, un jeune lieutenant que Marco avait pris sous son aile, qu'il considérait presque comme un fils. La confrontation a eu lieu dans le silence glacial du salon. Paolo, le visage tuméfié, a craché sa justification avec un venin méprisant. Il nous a offert le double de ce que tu nous donnes. Et puis, regarde-toi, tu as perdu la tête pour une serveuse. Tu mets toute l'organisation en danger pour elle. Elle nous rend faibles. Il m'a jeté un regard plein de haine. Elle va tous nous faire tuer. Chaque mot était un poignard qui se plantait dans mon cœur, validant chacune de mes peurs les plus sombres. Marco n'a rien dit. Il a fait un signe de tête à Ricardo et 2 hommes ont emmené Paolo. Je n'ai pas eu besoin de demander ce qui allait lui arriver. Le silence qui a suivi son départ était plus lourd que n'importe quelle condamnation. Les paroles du traître flottaient dans l'air, une vérité empoisonnée que personne ne pouvait nier. La découverte de la trahison a brisé quelque chose en Marco. La glace dans ses veines s'est transformée en une rage aveugle. Contre l'avis de Ricardo, qui le suppliait de ne pas s'exposer, il a pris une décision aussi téméraire que désespérée. Je vais chercher Léo moi-même, maintenant. C'est la seule façon d'être sûre. J'ai bondi, la panique me nouant la gorge. Non, c'est un piège, Marco, vous ne voyez pas? C'est exactement ce que Rizzo attend. Mon cri s'est perdu dans le vide entre nous. Il s'est tourné vers moi et le masque du fantôme était de retour, plus impénétrable que jamais. « Je sais ce que je fais », a-t-il dit, sa voix si froide qu'elle m'a brûlée. « Ceci est mon monde, Léna, pas le vôtre, restez en dehors de ça. » Cette phrase, cette distance qu'il a brutalement réinstallée entre nous, m'a fait plus mal que n'importe quelle balle. Il ne me voyait plus comme une partenaire, ni même comme une alliée. J'étais redevenue le problème, la complication, la faiblesse que le traître avait dénoncée. La confiance fragile que nous avions bâtie s'est effondrée en un instant, me laissant seule et anéantie au milieu des ruines. Pendant qu'il aboyait des ordres, préparant son expédition suicidaire, une certitude glaciale s'est emparée de moi. Je devais partir. Les paroles de Paolo tournaient en boucle dans ma tête. « Elle va tous nous faire tuer. » Il avait raison. Tant que j'étais là, j'étais le levier que Rizzo utiliserait pour détruire Marco, pour blesser Léo, pour brûler tout ce qui se trouvait sur son chemin. Ma présence était une arme pointée sur le cœur des 2 personnes que je voulais le plus protéger. Ma seule option, mon seul acte de pouvoir, était de me retirer de l'équation. C'était la seule façon de lui rendre sa force, de le libérer de la cible que j'avais peinte sur son dos. Tremblante, j'ai écrit quelques mots sur un carnet posé sur la table en marbre. « Vous m'avez protégée. À mon tour de vous protéger. Pardonne-moi. » Profitant du chaos des préparatifs, j'ai glissé hors de la chambre, le cœur en miettes. Chaque pas qui m'éloignait de lui était une agonie, mais c'était un sacrifice nécessaire. Je ne pouvais pas le sauver en restant à ses côtés, alors je le sauverais en disparaissant de sa vie pour toujours.
Le monde extérieur m'a accueilli avec une indifférence hostile. Les rues de Paris, autrefois pleines de promesses, n'étaient plus qu'un labyrinthe de menaces. J'étais redevenue la femme invisible, mais cette fois, l'invisibilité était un danger mortel. Sans argent, sans téléphone, sans plan, je marchais comme une automate, le froid de la nuit s'infiltrant à travers mes vêtements fins. Mon seul espoir était Sofia. Pendant ce temps, dans le penthouse, la découverte de mon départ a eu l'effet d'une déflagration. Ricardo m'a raconté plus tard que Marco, en trouvant ma note, avait perdu tout contrôle. La fureur du chef de clan a laissé place à une panique brute, presque animale. Il a compris instantanément que sa froideur m'avait poussé dehors, directement dans les bras de son ennemi. Au même moment, l'appel qu'il redoutait est arrivé. L'un de ces hommes postés près de l'hôpital a annoncé d'une voix blanche que toutes les caméras du couloir de Léo venaient de s'éteindre. Le piège de Rizzo ne visait pas seulement Marco à l'hôpital. Il s'était déjà refermé, de tous les côtés à la fois, sur tout ce qui lui était cher. J'ai atteint l'immeuble de Sofia, mon dernier refuge, le cœur battant d'un mélange d'espoir et de terreur. Mais je n'ai jamais atteint l'interphone. Une berline noire a surgi de l'ombre, s'arrêtant brutalement à ma hauteur. La portière arrière s'est ouverte, révélant le sourire carnassier de l'homme au gardénia. Mon monde s'est écroulé. Il n'y avait nulle part où fuir. Au même instant, à l'autre bout de la ville, Marco se tenait immobile au milieu de son penthouse silencieux, manotte froissée dans son poing. Ricardo a raccroché son téléphone, le visage défait. Ils l'ont, Marco. L'hôpital est en alerte, mais il a disparu. Et nous n'avons aucun signe d'elle. Marco a fermé les yeux. Il avait échoué, sur tous les fronts. Il avait perdu Léo, il m'avait perdu. Dante Rizzo n'avait pas seulement gagné une bataille, il avait anéanti l'homme derrière le mythe, lui arrachant son âme en s'emparant des deux seules personnes pour qui il aurait brûlé le monde. Le fantôme était seul dans sa forteresse, brisé, vaincu, le silence de sa cage dorée résonnant du son de son propre cœur qui se déchirait. L'obscurité de la pièce où Dante Rizzo m'avait enfermée était moins effrayante que son sourire. C'était le sourire d'un homme qui savourait chaque seconde de son triomphe, non pas parce qu'il m'avait capturé, mais parce qu'il savait ce que ma capture signifiait pour Marco. Il s'est assis en face de moi, sur une chaise en métal qui grinçait sous son poids, et a allumé une cigarette, l'extrémité rougeoyante comme un œil malveillant dans la pénombre. « Vous savez, petite Léna, je pourrais vous tuer maintenant. Ce serait simple, mais ce serait un cadeau pour lui, une fin rapide. Non, je veux qu'il vous voie souffrir, je veux qu'il entende votre voix le supplier, et qu'il sache qu'il ne peut rien faire. » Ces mots étaient du venin, conçus pour me briser. Mais une étrange froideur s'est installée en moi. La peur était là, un nœud glacial dans mon estomac, mais la colère était plus forte. Je l'ai regardé droit dans les yeux, refusant de lui donner la satisfaction de mes larmes. « Vous ne le connaissez pas, » ai-je dit, ma voix étonnamment stable. « Vous pensez que c'est une faiblesse, mais vous venez de lui donner une raison de raser votre monde jusqu'aux fondations. » Ricardo m'a raconté plus tard ce qui s'était passé dans le penthouse après mon départ. Le Marco brisé, anéanti, n'a duré que le temps que son cœur se déchire. Puis, le fantôme est revenu, plus froid et plus concentré que jamais. La douleur de mon absence et la peur pour Léo n'étaient plus des émotions. Elles étaient devenues le carburant d'une machine de guerre analytique et impitoyable. Il a transformé son bureau en un centre de commandement, les murs couverts de cartes, de photos et de diagrammes de flux financiers. Il n'a pas dormi, n'a pas mangé. Il a démantelé l'empire de Rizzo de l'intérieur, coupant ses lignes d'approvisionnement, gelant ses comptes offshore via des contacts que personne ne soupçonnait, retournant ses hommes les uns contre les autres avec des rumeurs et des promesses. Il n'a pas cherché à me trouver par la force brute, mais par l'intelligence. Il a suivi l'argent, les communications, les failles. Il a utilisé la trahison de Paolo non pas comme une blessure, mais comme une carte, retraçant chaque interaction, chaque appel, jusqu'à ce qu'un seul point rouge clignote sur son écran. Un entrepôt désaffecté près des docks, le seul endroit non connecté à son réseau officiel. Il ne venait pas en sauveur, il venait en exécuteur. L'obscurité de la pièce où Dante Rizzo m'avait enfermé était moins effrayante que son sourire. C'était le sourire d'un homme qui savourait chaque seconde de son triomphe, non pas parce qu'il m'avait capturé, mais parce qu'il savait ce que ma capture signifiait pour Marco. Il s'est assis en face de moi, sur une chaise en métal qui grinçait sous son poids, et a allumé une cigarette, l'extrémité rougeoyante comme un œil malveillant dans la pénombre. « Vous savez, petite Léna, je pourrais vous tuer maintenant.
Ce serait simple, mais ce serait un cadeau pour lui, une fin rapide. Non, je veux qu'il vous voie souffrir, je veux qu'il entende votre voix le supplier et qu'il sache qu'il ne peut rien faire. » Ces mots étaient du venin, conçus pour me briser. Mais une étrange froideur s'est installée en moi. La peur était là, un nœud glacial dans mon estomac, mais la colère était plus forte. Je l'ai regardé droit dans les yeux, refusant de lui donner la satisfaction de mes larmes. « Vous ne le connaissez pas, » ai-je dit, ma voix étonnamment stable. « Vous pensez que c'est une faiblesse, mais vous venez de lui donner une raison de raser votre monde jusqu'aux fondations. » Ricardo m'a raconté plus tard ce qui s'était passé dans le penthouse après mon départ. Le Marco brisé, anéanti, n'a duré que le temps que son cœur se déchire. Puis, le fantôme est revenu, plus froid et plus concentré que jamais. La douleur de mon absence et la peur pour Léo n'étaient plus des émotions. Elles étaient devenues le carburant d'une machine de guerre analytique et impitoyable. Il a transformé son bureau en un centre de commandement, les murs couverts de cartes, de photos et de diagrammes de flux financiers. Il n'a pas dormi, n'a pas mangé. Il a démantelé l'empire de Rizzo de l'intérieur, coupant ses lignes d'approvisionnement, gelant ses comptes offshore, via des contacts que personne ne soupçonnait, retournant ses hommes les uns contre les autres avec des rumeurs et des promesses. Il n'a pas cherché à me trouver par la force brute, mais par l'intelligence. Il a suivi l'argent, les communications, les failles. Il a utilisé la trahison de Paolo non pas comme une blessure, mais comme une carte, retraçant chaque interaction, chaque appel, jusqu'à ce qu'un seul point rouge clignote sur son écran. Un entrepôt désaffecté près des docks, le seul endroit non connecté à son réseau officiel. Il ne venait pas en sauveur, il venait en exécuteur. Pendant ce temps, j'étais engagée dans ma propre bataille. Rizzo, frustré par mon silence, a essayé une autre tactique. Il m'a montré une vidéo de Léo, endormi dans une chambre qui n'était pas la sienne, un de ses hommes veillant sur lui. Il a l'air si paisible, n'est-ce pas? Il suffit d'un mot de ma part pour que ça change. Puis, il a commencé à me parler de Marco, dépeignant un monstre, un homme qui avait trahi son propre père, tordant l'histoire que Marco m'avait confiée dans l'entrepôt. Il t'a utilisé, Lena, tu n'es qu'un bouclier pour lui, un pion. Mais ces mots n'avaient plus de prise. J'avais vu la vérité dans les yeux de Marco, cette nuit-là. J'avais senti sa main essuyer mes larmes. Je savais que l'homme qu'il décrivait n'existait pas. « Vous avez tort », ai-je dit, ma conviction grandissant à chaque mot. L'homme que je connais m'a appris que la protection n'est pas une cage, c'est un choix. Et vous ne connaissez que les cages, c'est pour ça que vous perdrez. Mon défi l'a déconcerté et dans sa surprise, son regard a balayé nerveusement un coin de la pièce vers une pile de caisses en bois. C'est là que je l'ai vu, un détail insignifiant pour lui, mais crucial pour moi. Sur le côté de l'une des caisses, à peine visible, se trouvait le logo d'une société d'import-export pharmaceutique. La même société qui fournissait les médicaments expérimentaux de Léo. Ce n'était pas une coïncidence. Rizzo n'avait pas seulement pris mon frère en otage, il contrôlait la seule chose qui le maintenait en vie. C'était son assurance ultime, sa monnaie d'échange si tout le reste échouait. Et c'était sa plus grande erreur, car il venait de me donner une arme. Alors que les premières sirènes lointaines se faisaient entendre, signe que l'étau de Marco se resserrait, Rizzo est devenu agité. Il m'a attrapé, me traînant vers une porte dérobée. Dans un acte de pur désespoir, j'ai crié de toutes mes forces, non pas un appel à l'aide, mais une information. « Les médicaments de Léo, les caisses, c'est la cargaison !» Rizzo m'a frappé, la douleur explosant sur ma joue, mais c'était trop tard. J'avais planté la graine, j'avais changé les règles du jeu. Je n'étais plus la victime, j'étais devenue une combattante. L'enfer s'est déchaîné. Les portes de l'entrepôt ont volé en éclats et les hommes de Marco ont investi les lieux dans un ballet de violence organisée. Au milieu du chaos, une silhouette se détachait, se déplaçant avec une grâce mortelle. Marco. Ses yeux m'ont trouvé instantanément, un éclat de soulagement traversant son visage avant de se durcir en une détermination de granit. Rizzo m'a plaqué contre lui, le canon froid d'une arme pressé contre ma tempe. « Un pas de plus, Bellini, et sa politesse explose », a-t-il hurlé, sa voix stridente de panique. Tous les combats se sont arrêtés. Le silence tomba, lourd et vibrant. Marco s'est avancé lentement, les mains vides, ouvertes, se plaçant dans la lumière. « Laisse-la partir, Dante, c'est fini. » Rizzo a hisson hystérique. « C'est toi qui es fini. Tu as tout perdu pour elle, ton empire, tes hommes. » Marco n'a pas bronché. « Prends-moi à sa place. C'est moi que tu as toujours voulu. C'est ton seul moyen de sortir d'ici vivant. » Il offrait sa vie pour la mienne, sans une once d'hésitation.
C'était le choix ultime, la promesse silencieuse qu'il m'avait faite, rendue visible au monde entier. Ce fut mon cri qui a fourni l'ouverture. Ma révélation sur les médicaments avait semé la confusion parmi les derniers hommes de Rizzo qui l'ont regardé avec une nouvelle méfiance. Cette seconde d'hésitation était tout ce dont Ricardo avait besoin. Alors que l'attention de Rizzo était entièrement fixée sur le sacrifice de Marco, une détonation sèche a retenti, non pas de l'arme de Marco, mais de l'ombre où se tenait son fidèle conseiller. Rizzo s'est effondré, son emprise sur moi se relâchant. Le silence qui a suivi était absolu. Puis, des pas rapides sur le béton. Marco était devant moi. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement tendu la main et a écarté une mèche de cheveux de mon visage meurtri, son pouce traçant doucement le contour de ma joue. Ses yeux disaient tout, la peur qu'il avait eue, le soulagement qui le submergeait, la promesse d'un avenir. Je me suis effondrée dans ses bras, et pour la première fois, ce n'était pas lui qui me protégeait, ni moi qui le sauvais. C'était nous deux, choisissant de nous tenir debout ensemble au milieu des ruines, prêts à reconstruire un monde où nous n'aurions plus jamais à être seuls. L'opération de Léo a duré 8 heures, 8 éternités que j'ai passées dans le couloir blanc et stérile de l'hôpital, Marco à mes côtés. Il n'a pas dit un mot, mais sa présence était une ancre solide dans ma mer de panique. Ricardo venait nous apporter du café, son regard sur moi n'étant plus méfiant, mais empreint d'un respect silencieux. Le monde de Marco se réorganisait sans Dante Rizzo, un corps étranger violemment excisé. Les conversations téléphoniques de Marco étaient brèves, décisives, pleines de mots comme « consolider »,« sécuriser »,« nettoyer ». Il ne s'agissait plus de vengeance, mais de reconstruction. Quand le chirurgien est enfin sorti, son masque tombant pour révéler un sourire fatigué mais victorieux, j'ai cru que mes genoux allaient céder. Marco m'a rattrapé, sa main... Rizzo a ri, un son hystérique. « C'est toi qui es fini, tu as tout perdu pour elle, ton empire, tes hommes !» Marco n'a pas bronché. « Prends-moi à sa place, c'est moi que tu as toujours voulu, c'est ton seul moyen de sortir d'ici vivant. » Il offrait sa vie pour la mienne, sans une once d'hésitation. C'était le choix ultime, la promesse silencieuse qu'il m'avait faite, rendue visible au monde entier. Ce fut mon cri qui a fourni l'ouverture. Ma révélation sur les médicaments avait semé la confusion parmi les derniers hommes de Rizzo, qui l'ont regardé avec une nouvelle méfiance. Cette seconde d'hésitation était tout ce dont Ricardo avait besoin. Alors que l'attention de Rizzo était entièrement fixée sur le sacrifice de Marco, une détonation sèche a retenti, non pas de l'arme de Marco, mais de l'ombre où se tenait son fidèle conseiller. Rizzo s'est effondré, son emprise sur moi se relâchant. Le silence qui a suivi était absolu. Puis, des pas rapides sur le béton. Marco était devant moi. Il n'a pas dit un mot, il a simplement tendu la main et a écarté une mèche de cheveux de mon visage meurtri, son pouce traçant doucement le contour de ma joue. Ses yeux disaient tout, la peur qu'il avait eue, le soulagement qui le submergeait, la promesse d'un avenir. Je me suis effondrée dans ses bras, et pour la première fois, ce n'était pas lui qui me protégeait, ni moi qui le sauvais. C'était nous deux, choisissant de nous tenir debout ensemble au milieu des ruines, prêts à reconstruire un monde où nous n'aurions plus jamais à être seuls. L'opération de Léo a duré 8 heures, 8 éternités, que j'ai passées dans le couloir blanc et stérile de l'hôpital, Marco à mes côtés. Il n'a pas dit un mot, mais sa présence était une ancre solide dans ma mer de panique. Ricardo venait nous apporter du café, son regard sur moi n'étant plus méfiant, mais empreint d'un respect silencieux. Le monde de Marco se réorganisait, sans Dante Rizzo, un corps étranger violemment excisé. Les conversations téléphoniques de Marco étaient brèves, décisives, pleines de mots comme « consolider »,« sécuriser »,« nettoyer ». Il ne s'agissait plus de vengeance, mais de reconstruction. Quand le chirurgien est enfin sorti, son masque tombant pour révéler un sourire fatigué mais victorieux, j'ai cru que mes genoux allaient céder. Marco m'a rattrapé, sa main ferme sur mon bras. Tout s'est bien passé, il est stable. Plus tard, assise au chevet de Léo, je regardais le bip régulier du moniteur cardiaque, chaque pulsation en miracle. Marco se tenait à la fenêtre, le dos tourné, mais je savais qu'il veillait sur nous deux. Il ne protégeait plus seulement un témoin ou une dette d'honneur, il protégeait sa famille. Le cycle de la peur était brisé, remplacé par le son rythmé et apaisant d'un cœur qui se réparait.
6 mois plus tard, l'odeur de la terre humide et des roses avait remplacé celle de l'antiseptique et de la poudre. Nous avions quitté le penthouse, cette forteresse de verre, pour une maison en pierre meulière juste à l'extérieur de Paris, avec un jardin qui descendait en pente douce vers une petite rivière. C'était mon sanctuaire, notre sanctuaire. Léo, bien que toujours en convalescence, avait repris des couleurs et passait ses après-midi à lire à l'ombre d'un vieux chêne, le fantôme de la maladie s'effaçant un peu plus chaque jour. Je ne portais plus de tablier de serveuse. Marco m'avait confié la gestion du Vénitien, pas comme une employée, mais comme une partenaire. J'ai tout changé, du menu à l'ambiance, le transformant dans lieu de pouvoir feutré en un restaurant chaleureux et vibrant où les familles venaient célébrer. Marco, lui, avait changé aussi. Les lignes dures de son visage s'étaient adoucies. Je le voyais souvent dans le jardin, non pas en costume impeccable, mais en simple chemise, les manches retroussées, m'aidant à planter des gardénias. Il souriait plus souvent, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. Le fantôme avait laissé place à l'homme, et cet homme apprenait à vivre au soleil. Le restaurant était plein à craquer ce soir-là. Des rires, le tintement des verres, une musique douce flottant dans l'air. C'était la bande-son de ma nouvelle vie. Ricardo était assis à une table dans le coin, dégustant un ossobuco, et il m'a gratifié d'un clin d'œil complice en levant son verre. Il était devenu une sorte d'oncle bourru pour Léo et mon plus fervent supporter. J'ai circulé entre les tables, saluant les habitués, m'assurant que tout était parfait. Ce n'était plus un travail, c'était une passion. Marco était accoudé au bar, me regardant travailler avec une fierté tranquille qui me faisait chaud au cœur. Il avait liquidé les aspects les plus sombres de ses affaires, réinvestissant dans des projets légitimes, construisant quelque chose de durable, quelque chose qui ne nécessitait plus l'ombre pour survivre. Il disait que je lui avais montré qu'il y avait plus de force dans la construction que dans la destruction. Alors que je passais près de lui, il a attrapé ma main, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. « Vous avez créé quelque chose de beau ici, Léna. » Sa voix était un murmure juste pour moi. « C'est vous la beauté ici », ai-je répondu, et dans son regard, j'ai vu la promesse d'une vie entière de soirées comme celle-ci. Plus tard cette nuit-là, nous étions assis dans le jardin, sous un ciel constellé d'étoiles. Le silence n'était plus menaçant, il était paisible, rempli du chant des grisons. J'ai repensé à la serveuse maladroite que j'étais, celle qui vivait dans la peur constante des factures et des verres brisés. Cette fille semblait appartenir à une autre vie, à une autre personne. Marco a glissé son bras autour de mes épaules, me rapprochant de lui. Il n'a rien dit pendant un long moment, puis il a sorti une petite boîte de sa poche. Ce n'était pas une bague, c'était une simple clé en argent, gravée de nos initiales entrelacées. « Ce n'est pas une cage dorée », a-t-il dit doucement, sa voix grave vibrant contre mon oreille. « C'est une maison, la nôtre. Pour que vous sachiez que peu importe où vous allez, vous aurez toujours un endroit sûr où revenir. » J'ai serré la clé dans ma paume, le métal froid devenant chaud contre ma peau. Les larmes qui ont coulé sur mes joues n'étaient pas des larmes de peur ou de tristesse, mais de gratitude. J'avais trouvé ma place. J'avais trouvé un homme qui utilisait son pouvoir non pas pour contrôler, mais pour construire un refuge. Et j'espère que des histoires comme la mienne vous rappellent qu'il est toujours possible de trouver une lumière, même dans les ténèbres les plus profondes.